Comment un empire paye-t-il ses immenses armées? C'est une question fondamentale. Est-ce qu'on leur donne de l'or, du cash, ou bien est-ce qu'on leur donne des terres? Ça peut sembler être un simple détail de logistique, mais en réalité, la réponse touche au cœur même de la façon dont un État se construit. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. On a une armée victorieuse qui vient de conquérir un tout nouveau territoire. La grande question, c'est comment on la récompense? Avec de l'argent sonnant et trébuchant ou avec des parcelles de terre? Eh bien, la réponse qui a été trouvée dans la péninsule ibérique au 8e siècle a été tellement unique, tellement particulière, qu'elle a fini par façonner une société entièrement nouvelle. Pour bien saisir à quel point Al-Andalus est un cas à part, il faut regarder ce qui se faisait ailleurs à l'époque. La norme, dans le califat omeyyade, c'était simple. Les soldats, que ce soit en Irak ou en Égypte, étaient un peu comme des fonctionnaires. Ils recevaient un salaire fixe, qu'on appelait l'ata, qui était payé grâce aux impôts. Mais dans la péninsule ibérique, c'est une toute autre histoire. Les soldats ne sont pas restés parqués dans des casernes. Non, ils se sont installés partout sur les terres conquises et ils en sont devenus les propriétaires. C'est cette anomalie, cette rupture avec la tradition, qui est au centre de tout. Faisons un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 711. Une armée, composée en grande partie de Berbères et commandée par Tariq ibn Ziyad, franchit le détroit de Gibraltar. En très peu de temps, elle met à bas le royaume wisigoth et établit le pouvoir musulman sur presque toute la péninsule. Ce nouveau territoire, on l'appellera Al-Andalus. Et cette conquête, aussi rapide que spectaculaire, a soulevé un problème absolument inédit, à la fois sur le plan logistique et juridique. Et c'est là que réside l'exception d'Al-Andalus. Partout ailleurs dans l'Empire, en Irak, en Égypte, les armées conquérantes restaient regroupées dans des villes-garnisons, bien séparées de la population locale. Mais ici, non. Les soldats se sont dispersés dans les campagnes, ils se sont enracinés, ils sont devenus propriétaires de la terre. Et ce simple fait a tout changé. Ça a complètement redéfini la structure économique et sociale de la région. Bon, pour vraiment démêler cette histoire, il faut qu'on se penche un instant sur le droit. Il existait un cadre juridique islamique très précis à l'époque, qui dictait comment on devait gérer le butin de guerre. Et on va voir que la distinction entre les différents types de butin était alors absolument cruciale. Alors, premier concept clé, la ganima. Il faut voir ça comme le butin immédiat, la récompense instantanée de la victoire. Tout ce qui est mobile, l'or, les bijoux, le bétail et même les captifs. La règle pour la ganima était très simple. On la partageait directement entre les soldats sur le champ de bataille. C'était leur prime de risque en quelque sorte. Mais attention, pour les terres, c'était une histoire complètement différente. Les terres n'étaient pas vues comme une prime personnelle pour les soldats. Elles tombaient sous un autre concept, le faï. Le faï, c'était un bien public. Une réforme majeure, instaurée par le calife Oumar, avait établi que les terres conquises appartenaient à toute la communauté musulmane. Elles devaient servir de base fiscale pour l'État pour financer l'administration et les futures armées. Et pour couronner le tout, il y avait le khums. Le khums, c'est littéralement le 5e. C'est la part de 20% que l'État prélevait sur absolument tout le butin, que ce soit la ganima mobilière ou les revenus générés par les terres du faï. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la loi faisait une séparation très très nette entre ce qui revenait aux soldats et ce qui revenait à l'État. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le statut juridique des terres dépendait aussi de la manière dont elles avaient été conquises. Si une ville était prise d'assaut par la force, c'est ce qu'on appelle un watan, alors toutes ces terres devenaient automatiquement du fait, donc propriété de la communauté. Mais si une ville se rendait pacifiquement, après avoir négocié un traité, un sulh, alors c'était les termes de ce traité qui fixaient son statut fiscal. Et cette distinction a été au cœur de débats juridiques pendant des siècles. Maintenant, qu'est-ce que les textes nous racontent? Eh bien, c'est là que les choses se corsent. Le principal problème, c'est que les chroniques ont été écrites bien après les faits. Leurs auteurs, qui étaient souvent des juristes ou des théologiens, avaient tendance à réécrire le passé pour qu'il corresponde aux débats politiques et légaux de leur propre époque. Résultat, on se retrouve avec des récits complètement contradictoires. Tenez, premier exemple. Un chroniqueur égyptien, Ibn Abd al-Hakam, lance une accusation très grave. Il écrit noir sur blanc que Moussa ibn Moucha'ir, le gouverneur qui a mené la conquête, n'a tout simplement pas prélevé le khums, le fameux 5e qui revenait à l'État. C'est ni plus ni moins qu'une accusation de détournement de fonds publics à très grande échelle. Mais de l'autre côté, on a un chroniqueur d'Al-Andalus, Ibn Habib, qui nous donne une version radicalement opposée. Lui, il défend Moussa. Il affirme que non seulement il a bien prélevé le 5e sur le butin mobile, mais qu'il l'a aussi fait sur les terres. On a donc deux histoires, deux camps, totalement irréconciliables. Alors, qui croire? Quand les textes se contredisent à ce point, il faut chercher ailleurs. Il faut trouver des témoins plus fiables, moins bavards peut-être, mais aussi moins partiaux. Et c'est là que l'archéologie devient passionnante. Les pièces de monnaie, les sceaux en plomb de cette période nous parlent directement, sans le filtre des chroniqueurs.
Et ce que le sol nous a livré est juste fascinant. On a retrouvé des centaines de petits seaux en plomb. Ils servaient à cacheter les sacs d'impôts. Ces sceaux prouvent déjà qu'une administration était bien en place, avec des gouverneurs dont les noms sont inscrits dessus. Mais le détail le plus incroyable, c'est que certains portent l'inscription Fay al, ce qui signifie la part de Dieu, un autre nom pour désigner le Khoms. C'est la preuve matérielle, irréfutable, que l'État se battait sur le terrain pour collecter sa part du butin. Et puis, il y a les pièces de monnaie. Elles nous racontent une histoire en plusieurs actes. Voici le premier acte. Juste après la conquête, vers 712. Les nouveaux dirigeants font fondre l'or des Wisigoths et frappent ces dinars. Regardez bien leur style. Ils imitent les pièces nord-africaines. La raison est purement pratique. L'armée était pleine de soldats berbères d'Afrique du Nord. Il fallait leur donner rapidement de l'argent qu'ils connaissaient, qu'ils pouvaient utiliser. C'était la solution d'urgence pour distribuer la ganima. Et regardez l'évolution spectaculaire en moins de 10 ans. Vers 716, on passe à des pièces bilingues avec du latin et de l'arabe. C'est une phase de transition. Mais à peine 4 ans plus tard, vers 720, c'est fini. Les pièces sont entièrement en arabe. Ce n'est pas juste un changement esthétique, ça montre la vitesse à laquelle une nouvelle administration, sûre d'elle, s'est mise en place et a imposé sa langue, son identité. On n'est plus dans une simple occupation militaire, on est dans la construction d'un État. Tout ça nous montre qu'au final, ce débat sur la terre contre l'or, c'était bien plus qu'une question de comptabilité. Ce qui était en jeu, c'était la légitimité même du nouveau pouvoir. C'était la structure de la société qui était en train de naître sous nos yeux. C'est vraiment la manière dont ce conflit a été résolu qui a dessiné les contours de la société d'Al-Andalouse pour des siècles. C'est à ce moment-là que tout s'est décidé. Qui allait posséder la terre, la principale source de richesse, comment l'État allait se financer et qui, des guerriers ou des administrateurs, aurait vraiment le pouvoir. Alors, quel a été le verdict final dans cette affaire ? D'un côté, on avait les soldats qui disaient « Cette terre, c'est notre ganima, notre butin, on se la partage ». De l'autre, l'État qui répondait « Pas question, c'est du failli, un bien public qui doit nous rapporter des impôts ». Et la solution a été un compromis, un système hybride. En gros, les soldats ont obtenu le droit de devenir propriétaires terriens, mais l'État a conservé le droit de prélever des impôts sur ces terres. C'est un arrangement où chacun a dû faire un pas vers l'autre. Finalement, toute cette histoire nous le prouve. La façon dont on paye une armée, ce n'est jamais un simple détail technique. C'est l'arbitrage constant entre les ambitions des individus et la nécessité de construire un État fort. Et ce compromis si particulier, trouvé dans le tumulte de la conquête d'Al-Andalus, entre la terre pour les hommes et l'or pour l'État, c'est peut-être ça au fond, l'acte fondateur qui a forgé l'identité unique de cette nouvelle société.